Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je suis votre commandante de bord, Hélène Cotte-Marie. Bienvenue à bord de ce vol Air TEDx à destination d'Orléans. 4 heures de vol avec escale. Vous voudrez bien redresser votre siège, attacher fermement votre ceinture et mettre votre portable en mode avion. Le décollage est imminent. Avant de rejoindre le cockpit, il faut que je vous dise, ça fait 3 nuits que je ne dors pas. 6 mois que je suis sous traitement anxiolytique. C'est du stress que je sens là parmi vous? De l'angoisse montée là? Non mais ça va, hein? Rassurez-vous, je gère. Allez, l'équipage et moi-même vous souhaitons un agréable vol. Si vous transposez cette situation à un dirigeant d'entreprise, cela ne vous alertera pas. Dans notre société, c'est toléré. Bon, il n'a qu'à assumer, hein. On ne l'a pas forcé à devenir dirigeant. Voire pire, valorisé. Dis donc, tu as vu comme il est fort? Il tient bon, hein. Pourtant, la défaillance du dirigeant peut engendrer de lourdes conséquences sur l'entreprise, mais également sur sa santé, sa vie, et avoir des impacts sur sa famille et ses coéquipiers. Je voudrais vous faire une confidence. Lorsque je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, je n'ai pas fait les choses à moitié. J'avais une ambition folle. 4 agences immobilières créées en moins de 6 ans. J'ai appris 2 métiers, celui d'entrepreneur et celui de dirigeante. J'étais complètement grisée. J'avais l'impression de piloter un avion de chasse lancé Mach 2. Je pensais que pour être une bonne chef d'entreprise, je devais être forte et parfaite. Exit ma sensibilité et ma vulnérabilité, hein. À ma décharge, il faut dire que j'avais été conditionnée par des figures mythiques comme Wonder Woman, Miranda Presley, dans Le diable s'habille en Prada, mais également par l'idéologie du leadership de Schumpeter, qui veut que le dirigeant soit un battant, un gagnant, avec interdiction de parler de sa souffrance. La toute-puissance était devenue ma marque de fabrique et ma fierté. J'avais une énergie sans fin, je me sentais invincible et surtout, nos limites. On parle beaucoup depuis ces 10 dernières années des risques psychosociaux et particulièrement du burn-out qui touche les salariés. Mais qu'en est-il des dirigeants et des travailleurs non salariés? Sujet tabou, hein? Ils étaient encore peu les absents des études menées sur ce phénomène. Dirigeants et salariés sont pourtant les composantes d'un tout qu'on appelle l'entreprise. Si nous reprenons notre voyage en avion, le dirigeant, c'est le commandant qui donne le cap, l'ajuste, veille sur son équipage, la cargaison, et vous, les passagers. Si moi, je veillais au bien-être de chacun, je me plaçais systématiquement en variable d'ajustement. Sur ma veste, il était écrit « non prioritaire ». Un matin, avant d'embarquer pour un nouveau vol, je suis allée voir mon médecin. « Doc, donnez-moi ce qu'il faut pour tenir. Je ne sais pas, moi, ce que vous donnez aux hommes politiques. Faites-moi des piqûres, filez-moi de la coke. Il faut que je tienne. Je ne peux pas flancher, je n'ai pas le droit. Je suis dirigeante, moi. » Le verdict sans appel. Hélène, vous êtes en épuisement professionnel. Il faut vous arrêter, sinon vous allez y passer. Dans mon cockpit, situation d'urgence, nom de code burn-out. Mon avion est resté au sol. Impossible de décoller, plus de kérosène. Je vous assure, j'ai vécu la honte d'abandonner mon équipage. La culpabilité de ne pas être assez forte. J'ai lu dans le regard de mes enfants et de mon mari la tristesse et l'inquiétude. Et j'ai appris plus tard
la sidération de mes associés, de mes coéquipiers. J'ai vécu un vrai chagrin d'honneur. L'Organisation mondiale de la santé définit le burn-out comme un symptôme résultant d'un stress chronique au travail qui n'a pas été géré avec succès. L'Observatoire à Maroc, qui s'intéresse de près à la santé physique et mentale des travailleurs non salariés, a mené une étude sur le sujet en 2019. Il ressort que 17,5% d'entre eux sont concernés par ce risque de burn-out, soit 560 000 personnes. Et ces chiffres semblent avoir doublé en l'espace de 6 ans suite à la pandémie de Covid. Ça vous semble toujours être un détail ? Alors, évidemment, les facteurs sont multiples et complexes. Moi, comme 7 dirigeants sur 10, je subissais ce qu'on appelle le stress chronique. Je ne vous parle pas du stress aigu qui me permet de performer là face à vous, mais qui aura disparu quand je serai retournée dans les coulisses. Non, je vous parle du stress chronique, celui qui colle là, qui ne vous lâche plus. Alors ce stress chronique, associé à un rapport à la vie assez glouton, il faut le dire, ont eu de multiples effets sur moi. Sur le plan physique, je traînais littéralement ma carcasse. Je multipliais les bobos en tout genre. Mal au trapèze, mal au rein, mal au ventre, mal de tête. Bref, j'avais une liste de mots longue comme un parchemin. On aurait pu me surnommer Tamalou. Mes nuits blanches se succédaient. Mon alimentation devenait facultative. Alors que ma consommation d'alcool et de psychotropes, elle, s'était envolée en flèche. Au niveau émotionnel, je vivais les montagnes russes, de grands moments d'euphorie et de grands moments de bas et de crises d'angoisse. Je ne compte même plus le nombre de fois où j'ai fini réfugiée à pleurer dans les toilettes des agences. Mais finalement, ce qui m'avait le plus alertée à l'époque, c'était les troubles cognitifs. Moi, la Wonder Woman, j'avais perdu ma toute-puissance. Je mettais plus de temps à accomplir mes tâches, tout devenait plus fastidieux, comme si mon cerveau avait grillé. J'avais des troubles de la mémoire. Je me souviens un jour me retrouver sidérée dans l'allée centrale d'une grande surface en me demandant comment j'y étais arrivée et ce que j'étais venue y faire, alors que j'avais pourtant roulé une demi-heure pour y parvenir. Alors, j'avais beau cumuler tous les symptômes catalogues, je ne voyais rien. Et surtout, je trouvais une explication plausible à tout. J'étais dans ce qu'on appelle le déni, en pilotage automatique jusqu'aux pensées kamikazes. Alors, je voyais bien que mon avion perdait de l'altitude, mais j'étais incapable de bouger, figée. Pas d'autre solution que de finir au sol. Alors ma famille m'a exfiltrée à bord d'un avion sanitaire. Parce qu'il faut être clair, je n'étais plus capable de piloter quoi que ce soit, et même pas moi. Pour ma première escale, je ne suis pas allée bien loin. Mon lit. À ne faire que 2 choses, prendre mes médicaments et dormir. Et ce pendant 1 mois. Pour ma deuxième escale, une fois que j'ai retrouvé un semblant d'énergie vitale, j'ai décidé de partir faire une longue traversée du désert, accompagnée de 2 guides. Une psychologue, pour répondre à la question du pourquoi j'en étais arrivée là, et une coach professionnelle, pour m'accompagner sur le chemin du comment j'allais pouvoir vivre avec ça. Parce qu'il fallait que je me l'avoue, ok, j'étais dirigeante, dans un environnement engageant, exigeant, stressant, bien sûr, mais les dysfonctionnements venaient de moi, de mon éducation, mes représentations, mon absence de limite, mon rapport au travail. Alors pendant 1 an, j'ai marché dans une grande solitude, avec mon sac à dos rempli de cailloux, pour accueillir, comprendre
et me reprogrammer. Et j'ai envie de vous partager quelques leçons que je tire de cette période. Pour faire définitivement tomber le mythe, non, le burn-out, ce n'est pas pour les mous. Je sais, les représentations ont la vie dure dans notre société. Non, le mou, lui, saura s'en préserver. Le burn-out, ça touche qui? Les personnes corporate, hyper investies, bosseuses, mais aussi avec une certaine absence de limite, il faut être clair, et un poil perfectionniste. Moi, je vous assure, pour moi, l'honneur était sauf. Non, je n'aurais pas dû croire que j'étais Atlas, à devoir porter tout et à me sortir responsable de tout et de tout le monde en toutes circonstances. Et non, je n'aurais pas dû me prendre pour une Wonder Woman des temps modernes, sans limite, mais quelle arrogance avec le recul. J'ai pour souvenir mon mari qui me dit un soir, « Hélène, rédiger un compromis de vente dans notre lit à 23h30, tu trouves que c'est une situation normale ?» Je vous laisse en juger. Oui, en tant qu'entrepreneur, avant d'entreprendre, j'aurais dû travailler à la création de mon kit de survie personnalisé. Comprendre mes besoins physiologiques, sommeil, alimentation, temps de récupération, apprendre mes limites et ne pas vivre que pour le travail. Oui, évidemment avec le recul, que j'aurais dû écouter les nombreux symptômes que me donnaient mon corps et mes émotions. Mais moi, à l'époque, c'était le mental qui pilotait le corps et les émotions, pas l'inverse. Et enfin, oui, j'aurais dû accueillir et partager ma vulnérabilité avec mes proches, mes coéquipiers, mes associés. Mais j'avais tellement peur de perdre ma crédibilité et la confiance. Impossible pour moi. Pour ma 3e escale, j'ai décidé de prendre un peu de hauteur. Dans notre société, les choses commencent à bouger, mais il reste encore tant à faire. L'Observatoire à Maroc, dont je vous ai parlé tout à l'heure, est très actif sur le sujet. Il mène des études, des campagnes à destination du grand public, mais s'inscrit aussi dans l'accompagnement concret des entrepreneurs qui dévissent à travers le portail rebond des entrepreneurs, par exemple. Depuis 2022, victoire, les travailleurs non salariés ont accès aux services de santé au travail. Une faculté cependant, pas encore une obligation, comme c'est le cas pour les salariés. Et on peut s'interroger pourquoi. En cette année 2025, la santé mentale a été proclamée grande cause nationale. Mais quelle place sera donnée à cette population ? Et enfin, j'aimerais tant pouvoir vous interroger individuellement sur le sujet. Ne pensez-vous pas qu'il est temps dans notre société de changer le regard porté sur le dirigeant et ce qu'est l'entreprise ? Nous pourrions, dès le plus jeune âge, intégrer ce qu'on appelle l'éducation à l'esprit d'entreprendre, dit esprit d'initiative. Nos voisins européens sont très en avance sur le sujet. Au bout d'1 an, je suis revenue chez moi transformée. Aujourd'hui, je peux dire que je me connais et que ce burn-out a été une réelle opportunité. Out Wonder Woman. Maintenant, j'aime bien dire que je suis plutôt Wonder Hélène. Plutôt que d'endosser un costume de super commandante taillé beaucoup trop grand pour moi, j'ai décidé d'en tailler un sur mesure. Je me suis reformée et je suis devenue éveilleuse de conscience. Je suis toujours entrepreneur, mais solo. Et j'accompagne à bord avec moi des personnes qui sont en transition professionnelle, qui veulent retrouver le cap. Des entrepreneurs solos qui veulent travailler à la création de leur kit de survie personnalisé. Et aussi des dirigeants et des équipes qui veulent remettre l'humain au cœur de la performance, à travers une performance durable. Alors, quelle que soit la place que nous occupons à bord de cet avion que représente la société, étudiants,
salariés, fonctionnaires, entrepreneurs solo, dirigeants avec équipe et retraités. Nous portons tous en nous cette responsabilité partagée, celle de ne pas glorifier l'invincibilité au détriment de l'essentiel. Accueillir la vulnérabilité n'est pas une faiblesse, c'est l'une de nos plus grandes forces. Et c'est comme ça que nous pourrons bâtir une performance durable qui repose sur le respect individuel et collectif. Car je suis convaincue que c'est ensemble que nous pourrons voler plus haut et plus loin. Je vous remercie de votre attention.